Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique historique. Et oui, nous sommes encore là, toujours avec Scipion, notre historien préféré. Bonjour Scipion. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et oui, bonjour à tous, on est là pour parler aujourd'hui de François Ier. Et non, je ne parle pas du pape, ça n'aurait pas de sens vu le thème de nos chroniques historiques. Nous parlons bien évidemment du roi de France. Alors tout d'abord, Scipion, j'aurais aimé vous demander, pourquoi est-ce qu'on se souvient de François Ier ? Eh bien, on se souvient de François Ier car c'était véritablement un roi de la communication politique au début du XVIe siècle. Donc François Ier, il a régné de 1515 à 1547. C'est vraiment le grand roi de la Renaissance. Et comme je dis, il a su faire parler de lui, faire sa publicité dès son temps, parce qu'on se souvient à peine de son fils et successeur Henri II et plus du tout de son prédécesseur Louis XII. Il est vraiment totalement inconnu avec le temps. Et comment il a réussi ça, François Ier, c'est grâce à sa politique culturelle et son mécénat, en faisant appel à de grands artistes, et le plus grand artiste italien de son temps, Léonard de Vinci, qu'il a invité d'Italie et qui s'est véritablement installé en France. Donc il y a une vraie amitié, ce qui est d'ailleurs un statut nouveau pour l'artiste, pas nouveau en Italie, mais nouveau en France, où on distingue l'artiste du simple artisan. Avant, au XIVe siècle, et peut-être encore au XVe, on distingue pas trop le peintre du menuisier qui fait la porte ou les armoires. Là, au XVIe siècle, on a vraiment le grand peintre et l'architecte. Et comme on le sait, mais ça fait du bien de le rappeler, Léonard de Vinci a dessiné les plans de Chambord. Donc François Ier a véritablement bâti son image sur l'ami des arts et des lettres, ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai. Donc on lui doit Chambord, même si ça a été achevé après sa mort, et on lui doit sur le plan dessiné par Léonard de Vinci d'une nouvelle grande capitale française au centre de la France, Romorantin. Donc il y aurait une ville avec des canaux et des canaux reliant la Loire à la Saône et au-delà le Rhône. Donc il y a une vraie pensée, à la fois géostratégique, géoéconomique et culturelle, fondamentale chez François Ier. Et sur le plan culturel, on s'en souvient aussi grâce à l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Donc dans les années 1530, François Ier a réorganisé la justice en France et l'administration, et les deux doivent être accomplis en français. Donc un français qui se rapproche véritablement du français que nous connaissons. Et là aussi, c'est un grand moment de l'histoire de France, et c'est une rigueur pour l'administration, qui est une langue qui soit comprise absolument partout, dans chaque partie du pays. Il a de même favorisé les artistes, les grands artistes de la Renaissance, qui se sont à l'écrit, notamment les équipes de la Pléiade, qui sous son influence se sont mis à écrire directement en français. Donc là aussi, François Ier, ami des arts et des lettres, il a cherché à atteindre une forme d'immortalité, du moins dans l'histoire française tant qu'il y a une France. Grâce à cette politique, de façon tout à fait consciente, il a réussi, et disons que sur ce plan, c'est mérité. Très bien, et justement, puisqu'on parle beaucoup de Léonard de Vinci et donc d'un Italien, j'ai envie de vous poser cette question. Qu'en est-il de sa politique extérieure? Est-ce que vous pourriez nous parler de son bilan ? Oui, tout à fait. Alors, François Ier, on l'associe aux guerres d'Italie, puisqu'il a mené de nombreuses campagnes militaires en Italie, soit directement, soit il a envoyé ses généraux se battre en Italie, contre les armées des petits États italiens, n'oublions pas que l'Italie était complètement éclatée à cette époque, ou contre les armées de son grand rival, qui était Charles Quint. Donc celui qu'on appelle Charles Quint, c'est Charles V du Saint-Empire romain germanique, donc l'ancêtre de l'Allemagne actuelle, mais il contrôlait aussi les Pays-Bas, il contrôlait aussi l'Espagne et tout le sud de l'Italie, dont Naples, la Sicile, et les deux se sont battus pour une région essentielle sur le plan économique et stratégique, à savoir le Milanais, à savoir qui contrôlait Milan, contrôlait en fait la grande plaine du nord de l'Italie ou Padanie, donc un très grand enjeu. François Ier s'en est emparé une fois en 1515, après la célèbre bataille de Marignan, puis les choses ont très mal tourné 10 ans plus tard, à la bataille de Pavie en 1525. Donc François Ier avait une vraie pensée géostratégique, il pensait que l'Italie du Nord, au minimum l'Italie du Nord, devait être une forme de protectorat français, et je pense que là c'était bien pensé, mais sur le plan du général sur le champ de bataille, c'est assez médiocre. Il avait beaucoup de talent, mais pas celui-là, il a été battu et capturé, ce qui a été un drame pour la France à Pavie. Donc malheureusement, les guerres d'Italie, qui étaient, disons, la grande action de son règne, il a plutôt perdu. Il faut reconnaître qu'il avait des ambitions sur toute l'Italie, il a perdu. En 1535, le Milanais a été rattaché au domaine de Charles Quint.
Par contre, il faut faire très attention à une chose, le bilan des guerres d'Italie, on le fait souvent en 1559, sous Henri II, et Henri II a rendu absolument toutes les conquêtes italiennes de la France aux petits États italiens, qui étaient souvent eux-mêmes sous protectorat des Espagnols à l'époque, du successeur de Charles Quint qui était Philippe II, mais en 1547, à la mort de François Ier, François Ier avait annexé de fait la Savoie et le Piémont. Donc c'est des territoires contigus à la France, et c'était une France plus grande que celle qu'il avait trouvée malgré tout. Et c'est pas tout à fait rien. La Savoie et le Piémont, au contraire, avec Turin notamment, c'est d'ailleurs dommage que ces provinces aient été cédées par Henri II. Donc contrairement à la légende, François Ier au sens strict, il y a eu un bilan plutôt positif sur le plan territorial, même si on peut regretter qu'il y ait eu plusieurs décennies de guerres continues ou presque contre Charles Quint, à l'époque où les Turcs déferlent sur le sud-est de l'Europe, qui s'emparent de la Hongrie en 1526, on aurait espéré une entente européenne, mais ça n'a pas été possible d'un côté comme de l'autre. Ils ont été entre deux trêves pour cause de banqueroute, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus payer les soldats ou même l'État. Il y a eu une guerre quasiment continue contre Charles Quint, et ça c'est absolument regrettable, avec une responsabilité partagée. Ils étaient de mauvaise foi et très agressifs l'un comme l'autre, des deux côtés. Très bien, nous avons parlé de sa politique extérieure, donc maintenant je vais vous poser logiquement cette question, vous vous en doutez bien, cher Scipion. Qu'en est-il de sa politique intérieure ? Eh bien, François Ier a mené une politique intérieure de grande fermeté. C'est là qu'on voit qu'il a été un grand roi, puisqu'il y a une pensée continue et efficace. En lien avec ce qu'on a dit précédemment, il y avait l'idée de faire une France agrandie de l'Italie du Nord et une nouvelle capitale à Romorantin, ce qui n'a pas pu se faire après pour des raisons financières. La guerre a englouti absolument toutes les ressources. Donc ça, c'est très dommage, mais enfin on dira qu'il était malgré tout réaliste. Il s'est pas obstiné à faire ce qu'il ne pouvait pas financer. Donc ça c'est pour les grands projets, et sur le plan de la politique intérieure, il a réussi à s'emparer des deux grands états féodaux autonomes qui étaient encore en France et qui étaient un danger potentiel pour la stabilité de la France, à savoir le Bourbonnais, mais c'était un très grand Bourbonnais qui occupait tout le Massif central, même s'il a été relativement odieux avec le connétable de Bourbon. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a pris des prétextes discutables, mais enfin, c'était pour servir la France et l'unité française, et même chose, il a réussi à rattacher la Bretagne au domaine royal, avec un certain nombre de péripéties, mais les deux grandes bases féodales autonomes ont donc été rattachées au domaine royal, et il a achevé finalement un grand mouvement historique ébauché plusieurs siècles plus tôt par Philippe Auguste, dont je crois on avait déjà parlé, vers 1200. Donc on a 300 ans d'efforts des rois de France pour consolider l'unité nationale française et avoir une administration efficace en français. Qui dit administration efficace dit aussi la capacité d'avoir des prélèvements fiscaux réguliers et une armée régulière pour faire face aux ennemis de la France. Enfin, ce qui était très important à l'époque, c'était le plan religieux. Ça faisait partie de la politique intérieure. Le roi étant le protecteur de l'Église en France, il a préservé le catholicisme, sans être un fanatique et fermer absolument toute innovation liturgique ou tout effort de traduction de la Bible en langue vulgaire, mais il a été ferme sur la réforme protestante et défenseur interreligieuse de la France, sachant qu'au-delà des enjeux religieux qui sont pas le but ou la perspective du PDF et de nos entretiens qui est un parti politique, il faut savoir que dès qu'il y a une division religieuse au XVIe siècle, on s'entretue forcément. C'est malheureux, mais c'est ce qui arrive. Et préserver l'unité catholique de la France, c'était aussi une mesure de bon sens sur le plan politique. Très bien, merci beaucoup Scipion d'avoir répondu à mes quelques questions avec une présentation synthétique et complète de François Ier, merci beaucoup. Chers auditeurs, n'hésitez pas à commenter le héros national que vous voudriez voir traité par notre historien Scipion de Salm. On vous remercie de nous soutenir dans nos chroniques historiques. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à adhérer au Parti de la France si ce n'est pas encore déjà fait. Qu'est-ce que vous attendez, voyons. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du Parti de la France. Merci Alexandre, merci à tous.